Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. Commençons avec l'actualité. La poste américaine se modernise, le service postal des États-Unis dévoile son nouveau design, une flotte de nouvelle génération qui pourrait être alimentée aussi bien au gaz ou par batterie. L'objectif est de suivre les progrès de technologie des véhicules électriques. Le responsable du service de la Poste a qualifié ce moment d'historique pour le service postal. En effet, c'est la première fois en 30 ans que les camions postaux sont modernisés. L'agence annonce que le contrat de 10 ans de plusieurs milliards a été attribué à Oshkosh Defense, qui construira la future flotte dans le Wisconsin. Le service postal dispose de plus de 230 000 véhicules. Beaucoup des camions actuellement en service fonctionnent depuis plus de 30 ans. Les nouveaux sont équipés d'une climatisation et d'airbags. Ils sont également équipés d'un chauffage, d'une caméra à 360 degrés, d'un système de prévention des collisions avant et arrière et d'un freinage d'urgence automatisé. L'investissement initial de près d'un demi-milliard de dollars sera consacré à la création de 50 000 à 165 000 nouveaux facteurs. Les premiers de ces nouveaux modèles devraient être mis en circulation en 2023. Alors que la Poste fait déjà l'éloge de toutes les améliorations apportées, les internautes commencent déjà à commenter son apparence. Certains disent qu'il ressemble à un ornithorynque, d'autres évoquent les concepts de véhicules postaux datant de 1989. Passons à présent à la police du Capitole qui reconnaît que la violence du Capitole du 6 janvier a bien été planifiée à l'avance. Donc un ancien chef de police affirme que c'est bien une alerte à la bombe qui a provoqué l'évacuation des membres du Congrès et non les manifestants qui ont pris d'assaut le Capitole. La police du Capitole américain a trouvé la bombe à 12h45, c'est-à-dire avant les violences au Capitole. Peu de temps après, ils ont trouvé un autre dispositif au siège du Comité national démocratique. Selon l'ancien chef de la police de la capitale, ces deux événements ont déclenché l'évacuation des deux bâtiments du Congrès, le Cannon House Office Building, ainsi qu'un des bâtiments de la bibliothèque du Congrès. Ces commentaires ont été faits lors d'une audition de la commission sénatoriale mardi. Lors de cette même audience, la police de la capitale a convenu que la violence était planifiée à l'avance. Le sénateur Klobuchar a commencé la réunion en demandant à l'ancien chef de la police de la capitale s'il y avait eu un rapport du FBI qui indiquait des appels spécifiques à la violence. Une personne non nommée aurait dit « Soyez prêts à vous battre et le Congrès a besoin d'entendre du verre se briser et des portes s'enfoncer ». Quoi qu'il en soit, ce rapport du FBI n'a pas été transmis à la police de la capitale. Les trois anciens responsables de la police ont convenu que l'effondrement des services de renseignement ce jour-là a favorisé une situation de violence. Pour autant, la raison pour laquelle la garde nationale est arrivée si tard au Capitole ce jour-là fait toujours l'objet d'un différend entre eux. Une commission sénatoriale s'interroge sur la raison de la lenteur de la réaction des services de renseignement ce jour-là. L'ancien chef Sund dit qu'avant le 9 janvier, il a fait une demande de déploiement des troupes de la garde nationale, mais que l'ancien sergent d'armes de la Chambre des représentants a dit qu'il était préoccupé par l'optique d'avoir des troupes là-bas. Un commentaire que Irving nie. Irving affirme que la décision de ne pas déployer la garde nationale avant le 6 janvier était une décision de collaboration sur laquelle ils étaient tous d'accord. Sund a également déclaré que le jour du 6 janvier, il a appelé les deux sergents d'armes Irving et Stanger et leur a demandé d'autoriser le déploiement immédiat de la garde nationale. Il y a eu un différend sur le moment de cet appel et sur ce qui a été dit exactement. Le sénateur Ted Cruz a alors demandé à tous les trois de soumettre leur relevé téléphonique afin de déterminer comment la communication téléphonique s'est réellement déroulée. D'autres sénateurs ont posé la question pour savoir si la police de la capitale avait été formée pour gérer l'attaque. Sund dit qu'ils ont une formation pour ce genre de circonstances, mais il suggère qu'il devrait y en avoir plus. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a été confrontée à des questions sur son rôle ce jour-là. 4 républicains l'interrogent sur ses actions avant, pendant et après les événements du 6 janvier. En effet, en tant que présidente de la Chambre, Pelosi a un rôle décisif pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui visitent le complexe du Capitole. Les 4 républicains lui demandent pourquoi la demande de soutien de la garde nationale a été refusée, quelles sont les conversations avec son personnel et les officiers sur le sujet
et pourquoi son équipe ne se conforme pas aux demandes de remise de matériel liées à l'événement du 6 janvier. La lettre indique que les rapports ont été confirmés par de multiples sources. Le chef de la police du Capitole a demandé que la garde nationale soit activée avant la session conjointe du Congrès du 6 janvier, mais la réponse du sergent d'armes agissant au nom de Pelosi n'a pas soutenu le mouvement parce que l'optique de les avoir sur place n'était pas la bonne. Les représentants républicains affirment également que le jour même, il a fallu attendre plus d'1 heure pour que la garde nationale soit autorisée. Passons maintenant à un sujet controversé. Biden réouvre un centre d'accueil pour migrants, ce qui suscite des réactions hostiles. L'administration Biden rouvre un centre d'accueil des migrants de l'ère Trump pour les enfants en augmentant sa capacité d'accueil en raison de la pandémie et de l'augmentation du nombre d'enfants appréhendés à la frontière. Mais cette initiative suscite des critiques de la part des conservateurs et des progressistes. Le centre pour migrants de Carrizo Springs, Texas, est réactivé en tant que centre d'urgence pendant la pandémie pour accueillir jusqu'à 700 enfants âgés de 13 à 17 ans. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi que l'administration avait l'intention de le fermer une fois la pandémie terminée. Madame Psaki a expliqué qu'en raison des exigences de distanciation sociale, les installations existantes ont dû réduire considérablement leur capacité. Et maintenant, elles ont besoin de plus d'espace. Le nombre d'enfants non accompagnés traversant la frontière a également augmenté. En janvier, plus de 5 700 enfants ont été appréhendés, le nombre le plus élevé depuis des années. En effet, pour la première fois depuis 2019, les mineurs ont commencé à arriver dans l'établissement lundi, mais la réouverture de l'établissement suscite des critiques, à gauche comme à droite. Un certain nombre de progressistes se sont rendus sur Twitter pour exprimer leur indignation, disant qu'ils avaient voté pour la fin des enfants en cage et non pour l'extension de celui-ci. Pendant ce temps, les conservateurs ont critiqué la couverture médiatique de l'installation. Beaucoup ont accusé les médias d'avoir changé la terminologie, passant de « enfants en cage » sous Trump à « établissement pour enfants migrants » sous Biden. L'ancien président Trump était constamment surveillé par les grands médias et les critiques pour ce qu'ils appelaient le maintien des enfants en cage à la frontière. Beaucoup ont partagé cet article du Washington Post sur Twitter, s'interrogeant sur le changement de couverture et de terminologie. Fox News a également écrit un article intitulé « WAPO a demandé un rapport sur le centre pour enfants migrants de Biden après avoir qualifié les enfants en cage de Trump ». Le Washington Post a répondu à cette critique dans un article intitulé « Non, le nouveau mouvement frontalier de Biden n'est pas comme les enfants en cage de Trump ». WAPO s'est expliqué en disant que ce que fait Biden est différent car il ne sépare pas les enfants de leurs parents. L'ancien chef de l'ICE, Immigration et de la douane, est préoccupé par la nouvelle politique d'immigration. Selon Tom Homan, ancien directeur de l'intérim de l'ICE, la loi sur l'immigration devient insignifiante. Il a récemment déclaré, je cite, « C'est presque comme s'il n'est plus illégal d'être en situation irrégulière aux États-Unis ». Fin de citation. Ces préoccupations font suite aux nouvelles priorités en matière d'application de la loi annoncée par le ministère de la Sécurité intérieure. Il y a maintenant 3 groupes principaux d'immigrants illégaux. Le premier, les menaces à la sécurité nationale, comme les terroristes connus ou suspectés. Le deuxième, ceux qui ont traversé la frontière illégalement après le 1er novembre 2020. Et enfin, les menaces à la sécurité publique qui sont condamnées pour des crimes aggravés. Désormais, les agents de l'ICE doivent obtenir une autorisation préalable pour s'occuper de tout immigrant clandestin qui n'entre pas dans ces 3 catégories. Ainsi, selon Oman, cela envoie un message au reste du monde selon lequel il est acceptable d'entrer illégalement dans le pays tant que vous ne commettez pas quelques-uns des crimes les plus graves. Vous êtes libre de rester parce que l'ICE ne vous recherchera pas. Fin de citation. Et nous passons maintenant à la technologie de pointe. Les Australiens auront à nouveau accès au contenu d'actualité sur Facebook. Le géant de la technologie a conclu un accord avec le gouvernement australien sur une proposition de loi sur les médias. Le trésorier australien Josh Frydenberg déclare dans un communiqué que Facebook s'est repositionné en ami de l'Australie. Il déclare, je cite, « Eh bien, Facebook s'est réconcilié avec l'Australie
et les nouvelles australiennes seront rétablies sur la plateforme Facebook. Et Facebook s'est engagé à entrer dans des négociations de bonne foi avec les entreprises de médias australiennes afin de trouver des accords pour payer le contenu. Fin de citation. Pour rappel, la semaine dernière, Facebook avait mis sa menace en application et avait interdit tout contenu d'information sur ses plateformes dans le pays, y compris certaines pages du gouvernement. Avec cet accord, Facebook va maintenant restaurer les pages d'information australiennes sur sa plateforme. Les entreprises technologiques auront 2 mois pour conclure des accords privés pour les contenus d'information avant que le gouvernement n'intervienne. Les dirigeants du monde entier ont suivi de très près ces négociations. Des pays comme le Canada, la Grande-Bretagne envisagent d'adopter des lois similaires. Et en parlant de Facebook, l'ancien président Trump tente de revenir à Facebook et Instagram. Trump fait appel de sa suspension des plateformes et il pourrait avoir une décision dans environ 2 mois. Trump cherche à rejoindre Facebook et Instagram. Le conseil de surveillance de Facebook a reçu l'appel de M. Trump à rejoindre la plateforme. La coprésidente Elle Thorning-Schmidt a déclaré à Channel 4 News au Royaume-Uni, je cite, « C'est une affaire très médiatisée, mais c'est exactement la raison pour laquelle le conseil de surveillance a été créé en premier lieu. » Elle a déclaré que les 19 membres du Conseil ont 90 jours pour prendre une décision. Elle ajoute que si le Conseil veut donner une réponse rapide, il a besoin de ce temps pour les traductions et que les experts donnent leur avis. La Commission examine également les commentaires du public concernant l'appel de M. Trump et elle indique qu'elle en a reçu des milliers. Facebook a suspendu le compte de M. Trump après la violation du Capitole le 6 janvier. D'autres entreprises de la Silicon Valley ont également interdit Trump, telles que Twitter, Google, Snapchat. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a excusé la censure de Trump par Facebook en affirmant que les risques que Trump utilise la plateforme pendant la période du jour d'inauguration étaient trop importantes. Trump a fait 2 posts sur Facebook le jour où le Congrès s'est réuni pour certifier les résultats de l'élection. La société les a supprimés, affirmant que Trump avait utilisé la plateforme pour inciter à une insurrection violente contre le gouvernement. Pour rappel, dans les 2 posts, Trump avait dit à ses partisans que nous devons avoir la paix et leur a dit de rentrer chez eux. Trump cherche des moyens de revenir aux médias sociaux, soit en rejoignant une plateforme existante, soit en créant la sienne. Le Congrès a cherché des moyens de responsabiliser les grandes entreprises technologiques. Cela se fait dans un contexte de modération déséquilibrée du contenu des utilisateurs. La Commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants doit tenir une audition avec les PDG de Facebook, Twitter et Google le 25 mars. Tous 3 devraient témoigner sur la désinformation sur les plateformes en ligne. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute, merci de votre présence. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à partager. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain. Au revoir.